On peut maintenant commencer à parler de bases de données. Et vous avez appris ce que c'est que les bases de données. C'est quoi une base de données? C'est quoi une base de données? Ça permet de stocker des informations. Ça, c'est pas une définition de base de données. C'est quoi une base de données? Quelle est la différence entre base de données et serveur de base de données? Deux questions. C'est quoi une base de données? Quelle est la différence entre base de données et serveur de base de données? Ça, c'est la deuxième question. D'abord, la première question, c'est quoi une base de données? Et la deuxième question, la différence entre une base de données et... Qu'est-ce que j'ai dit encore? Hein? Un serveur de base de données et une base de données. Voilà. Qui peut répondre? Qui peut me donner d'abord la première réponse? Qu'est-ce qui est un ensemble? Base de données ou à la différence? Base de données. Oui. Permettant de une grande quantité d'informations. C'est juste ça. Vas-y, lis. Lis. Continue la lecture. Continue la lecture. De faciliter l'exploitation. Quand on dit l'exploitation, c'est quoi? Exploiter une base de données, c'est faire quoi? Une base de données, ce n'est pas juste quelque chose où on met juste des données. Non, c'est pas ça une base de données. Ici, chez nous, lorsqu'on dit base de données, c'est un endroit où on met des choses, mais pas en désordre. C'est bon? Les choses doivent être ajoutées d'une manière bien organisée, en sorte que ça facilite ce qu'on appelle les modifications, les suppressions, les registres. C'est ça qu'on appelle base de données. C'est pas juste où on va ajouter les données. Non, non. C'est bon? C'est très important. C'est pas, si je vous dis tout simplement comment sélectionner, vous allez faire select, select, select. Mais c'est quoi la base de données? Vous devez comprendre ces choses-là. C'est très important. C'est bon? Alors revenons ici. Une autre différence, du moins je dis la différence maintenant entre base de données et serveur de base de données. Bon, normalement, vous comprenez. Si vous comprenez un petit peu juste la phrase, vous devez normalement me donner la différence. C'est quoi la différence? Ok, Samagaïs, on va commencer. Ici, je vais créer un dossier qu'on appelle PDO. On va dire base de données. Et je vais créer ici intro. Et venons ici, on va essayer de voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a vu tout à l'heure, et je vous avais dit, en réalité, pour l'exercice par exemple numéro 2, je ne sais même plus où est-ce que je l'ai enregistré. Je ne sais même plus dans quel dossier j'avais fait l'exercice numéro 2. C'était... C'est ça, non? C'était quel fichier? 3, 2. Voilà. Bon, pour l'instant, vous voyez,
comme les informations ne sont pas dans la base de données, peut-être souvent après une durée, les informations sont écrasées. Ou bien le fait de faire session destroy, ça peut supprimer tout ce qui se trouve dans une session. Mais si c'est dans une base de données, les informations ne seront pas supprimées comme ça. Alors, l'idée c'est quoi? On avait dit valeur 1, valeur 2. Bon, vous êtes sûr que c'est ça? C'est pas ça, c'est pas TP2. TP2, ça ne s'ajoute pas dans le tableau. C'est 3. Oui, je parlais vraiment, voilà, je parlais de ça. Où on met job, low. Voilà. Voilà, des choses comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines choses que nous, on n'a pas gérées, hein, mais il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème. On va l'apprendre avec les bases de données. C'est-à-dire les suppressions, les modifications, tout ça là. On n'avait pas fait ça ici. Mais on va le faire avec les bases de données. Parce qu'avec les bases de données, vous savez comment ajouter, comment afficher, comment supprimer, comment rechercher. Bon, attends. Supprimer, ajouter, afficher, supprimer, ajouter, afficher, modifier. C'est ça, non? Create, read, update and delete. C'est ça. Voilà donc. Ok, maintenant revenons ici. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que suivez bien. On a ce qu'on appelle le HTML qui affiche le formulaire des informations. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le front-end. Et puis, on a ce qu'on appelle un langage qu'on appelle PHP ici. Vous, au fond, vous deux, vous ne suivez pas ce quoi. Donc, le back, on utilise PHP pour implémenter le back, c'est-à-dire tout ce qui est traitement. On utilise un langage de programmation. Parce qu'on avait dit que HTML, ce n'est pas un langage de programmation. Ou du moins, l'année passée, on vous a dit que HTML n'est pas un langage de programmation. On est bien d'accord? Donc ici, on présente les informations. Et lorsqu'on transmet, les informations seront traitées au niveau du PHP, avec un langage de programmation PHP. On fait des traitements, des calculs, des logiques. Après, on pourra aller interroger la base de données. Sauf que PHP, lui-même, ce n'est pas SQL, parce que ce n'est pas PHP qui fait SQL, on est bien d'accord. Et nous, on veut manipuler une base de données qui se trouve là. Et donc, ce qui se passe, c'est que on met en place ce qu'on appelle des API, des choses qui nous permettent d'être, ou bien d'être tout simplement des liens entre notre base de données et notre langage de programmation. Afin qu'on puisse accéder à la base de données, comment ça se passe? Il faut utiliser quelque chose qu'on appelle des API, des interfaces, des objets qui nous permettent tout simplement de se connecter à la base de données qu'on crée sur MySQL. On peut utiliser MySQLi et on peut utiliser ce qu'on appelle PDO. Il y a deux manières pour l'instant qu'on peut utiliser avec PHP pour attaquer une base de données depuis notre PHP. Si on veut attaquer une base de données qui se trouve ici quelque part sur le SQL, soit on utilise MySQLi. Normalement, vous devrez le voir en première année. Mais il n'y a pas de souci. Et ensuite, en deuxième année, on devrait voir directement PDO. Et pour le moment, on ne peut pas voir tous les deux en même temps, sinon on risque de ne pas. Et de toutes ces manières, surtout, ce que vous aurez besoin, c'est beaucoup plus du PDO. C'est bon? Donc, je vais parler directement du PDO. Jusque-là, c'est bon. Et donc, la PDO aussi va nous permettre de dire quoi? Au PHP, de se connecter à la base de données. Maintenant, il faut comprendre les principes de base. Comment est-ce que PDO va nous permettre de se connecter à la base de données? Alors, ici, on va nous dire que pour pouvoir se connecter à la base de données, il y a 4 informations qui sont très importantes que vous devez recueillir sur votre base de données. Vous devez savoir si c'est quel hôte. Ça veut dire que est-ce que la base de données, ça se trouve sur votre ordinateur? Est-ce que la base de données se trouve en ligne? Si c'est sur votre ordinateur, comme ce qu'on a fait en MySQL, c'est sur notre ordinateur, donc c'est local, tout simplement, localhost, c'est bon? Et ensuite, si on veut manipuler une base de données, pour l'instant, il faut qu'on crée la base de données manuellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser PDO pour générer la base de données. C'est possible de le faire. Parce que vous savez comment créer ce qu'on appelle une base de données. Mais cependant, ici, nous, on va d'abord créer nos bases de données. Et puis après, on va tout simplement faire quoi? Connecter PDO avec notre base de données. Et ensuite, vous devez connecter tout simplement le nom des utilisateurs. Par défaut, lorsque vous installez Xampp, vous avez un utilisateur
global, ou du moins super, super global, l'utilisateur super qui s'appelle root, qui n'a pas de mot de passe, mais vous pouvez changer le mot de passe, vous pouvez créer un autre utilisateur. Donc, en général, vous avez besoin de ce qu'on appelle l'autre, le nom de la base, le nom d'utilisateur qui peut avoir accès à la base et le mot de passe de l'utilisateur. Vous devez d'abord avoir ces 4 informations. Et une fois que vous avez ces 4 informations, vous allez créer une instance de ce qu'on appelle PDO. Mais non, on va utiliser cette ligne-là pour créer ce qu'on appelle une instance de PDO. En créant une variable est égale new PDO en envoyant les 4 informations. Et on va essayer de comprendre pour chaque chose comment ça se passe. Alors donc ici, je vais juste copier. Je vous ai mis un petit peu un code ici. Je vais vous mettre tout simplement ce fichier-là tout à l'heure dans le dossier Drive. Donc l'idée c'est que on doit avoir ces 4 informations que je vous ai dit. Localhost, on va garder localhost parce que nous, on est en local sur notre ordinateur. dbname, c'est-à-dire, supposons qu'on veut dire, on va dire IH, bon, on va dire non, on va supposer, mais le problème c'est que déjà, moi j'ai souvent des bases de données ici, j'ai déjà test. Donc on va par exemple dire test 2 si tu veux, on va mettre test 2 en espérant qu'on n'a pas cette base de données. En fait, j'aimerais créer la base de données après. Voilà donc, tu mets le nom d'une base de données, la base de données, il faut créer la base de données. L'utilisateur, comme tout le monde a root, on met root. Et ici, mot de passe, voilà comme ça. C'est bon? Donc, on a besoin de ces 4 informations. Maintenant, ensuite, c'est vrai qu'on a dit qu'on a cette base de données comme ça. Normalement, on peut écrire directement cette ligne-là. Cette ligne, new, comme ça. Voilà. Normalement, on peut écrire comme ça. C'est-à-dire que vous allez créer un objet PDO. Et c'est comme ça que vous allez créer l'objet qui va vous permettre après d'attaquer la base de données. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites que là, vous utilisez MySQL. C'est pas les bases de données, ce n'est pas des bases de données forcément MySQL. Vous pouvez utiliser MongoDB, ainsi de suite. Vous allez préciser ici quel type de base de données. La base de données que vous utilisez ou bien que vous voulez attaquer, c'est où. Et voilà, vous allez préciser le host ici. Host là, c'est ce que nous, on doit préciser ici comme notre host. Et ensuite, dbname, c'est le nom de la base de données. C'est le nom de notre base de données. Et puis, il est là. Et puis, il y a ce qu'on appelle user qui se trouve ici. Il y a ce qu'on appelle le mot de passe. Donc, vous devez écrire, regardez bien, MySQL, pour le moment, comme on utilise MySQL, host, ça c'est le mot-clé pour dire le réseau. Et puis, ça, c'est le contenu là qui se trouve là. C'est-à-dire qu'on précise que ça va être un local host. Et puis, dbname, c'est pour parler du nom de la base de données. Et ce dbname, c'est notre nom de base de données qu'il va envoyer. Chez tout ça, c'est pour préciser tout simplement la base, du moins, dans quelle langue on codifie tout simplement notre base de données. UTF-8, c'est des choses avec multi-caractères, des caractères avec accent, des trucs un peu, des trucs genre. C'est ça qu'on appelle le UTF-8. Voilà donc, on autorise tout simplement ces choses-là. Et puis ici, on met le user, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur, et puis on met le mot de passe. Mais sauf que tout à l'heure, vous avez vu que c'était dans un bloc try 4. Parce que là, lorsqu'on veut se connecter à la base de données, supposons qu'on crée notre site comme ça, un site qui se connecte à la base de données, et qu'on n'a pas démarré ce serveur MySQL. Si quelqu'un part là-bas, il va y avoir un problème parce qu'on essaie d'attaquer une base de données. Ce n'est pas que le code ici ne marche pas, c'est juste que le serveur n'est pas démarré. Et donc, du coup, il ne peut pas contacter la base de données. Il va soulever une erreur bizarre. C'est bon? Et donc, du coup, on se dit, c'est vrai qu'on veut se connecter à la base de données, mais il se peut que lorsqu'on demande la connexion, soit la connexion a été refusée parce qu'on a mal écrit les choses, ou bien peut-être que le serveur n'est pas bien démarré, ou bien il y a un problème de connexion. Donc, quand on a ce problème, en général, on utilise ce qu'on appelle try 4. Le try 4 va nous permettre de gérer tout simplement, efficacement ce qu'on appelle les erreurs. Efficacement ce qu'on appelle les erreurs. Donc, try 4, ça veut dire quand tu essayes quelque chose, si ça marche,
on reste dans try. Si ça ne marche pas, ça va sauter pour venir dans catch et tu peux afficher un message en disant que voilà, il y a eu un souci. Au lieu que ça affiche des messages bizarres, ça vient ici directement et puis ça affiche tout simplement l'erreur, mais en version claire, plus simple et compréhensible par l'utilisateur. Parce que les erreurs que soulève PHP, souvent, comme vous voyez, X inutile, bizarre, souvent c'est difficile de lire. Souvent, vous voyez souvent ces erreurs, n'est-ce pas? C'est difficile de comprendre. On est bien d'accord? Donc ici, par exemple, si vous voulez récupérer quelque chose dans un index et que ça ne fonctionne pas, il vient directement dans le cadre et vous faites écho. L'index que là n'existe pas. Donc là-bas, lorsque la personne va essayer de faire quelque chose et que l'index n'existe pas, au lieu que ça affiche les erreurs compliquées de PHP, ça va afficher le texte, le message d'erreur que vous avez écrit. Et c'est ce qu'on appelle la gestion des exceptions. C'est bon, donc ici, on va dire quoi? Comme c'est possible que cette chose-là ne marche pas, c'est-à-dire qu'on essaie de se connecter, mais que la connexion ne se passe pas, on va le mettre dans le bloc try. Et si on veut, on peut mettre ici l'erreur en faisant écho problème de connexion. Maintenant, après, quand on dit problème de connexion, peut-être souvent ce n'est pas trop clair. Et en général, l'exception, il peut le mettre ici. On peut récupérer l'exception que le PHP nous a envoyée et retrouver le message simple de l'exception. Maintenant, plus simple, on va utiliser try-catch et puis on va écrire cette ligne-là. Cette ligne, vous n'allez pas changer. Pour se connecter avec PDO, vous devez faire une variable est égale new PDO. Crochet, vous écrivez cette information-là, deux points, le nom host, le mot host, et puis le nom de votre variable, dbname, votre base de données. Ici, souvent, ce n'est pas obligatoire, mais on le fait, on ne sait jamais. Et ensuite, on met le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Maintenant, ici, si tout se passe bien, cette ligne écho, bien connectée, sera exécutée. C'est-à-dire que si la connexion ne se passe pas bien, regardez bien, ce message-là, on ne le verra pas. Ce message, on le verra que si cette information-là marche bien. Mais si ça ne marche pas bien, c'est ce que je vous ai dit, il va automatiquement sauter le bloc pour venir ici. C'est ça le rang du try-catch. Et plus on va pratiquer, plus vous allez comprendre. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais essayer d'aller sur cette page. Je vais essayer d'aller sur ces pages et vous-même, vous allez voir qu'est-ce que lui, il va nous dire. Alors, on est où? On était où? Non, c'est base de données, non? Voilà. Vous voyez que là, il dit problème de connexion. Mais non, on va essayer de voir si je n'avais pas fait try-catch. Regardez bien. Si je n'avais pas fait try-catch. Si je n'avais pas fait try-catch et que je venais ici, regardez ce qu'il allait me dire. C'est des erreurs de PHP comme ça là que vous allez voir qui va soulever. Et il dit quoi? Moi je comprends parce que j'ai l'habitude de faire du PHP. Mais lorsqu'on met en place un site et qu'on met en ligne, les gens qui parlent sur les sites là, est-ce qu'ils comprennent des trucs du genre comme ça? Donc il faut bien gérer les erreurs. Donc quelque chose qui est susceptible de soulever une erreur, vous pouvez le mettre dans un bloc try-catch. Plus on va le pratiquer, plus vous allez comprendre. C'est la première fois que vous entendez try-catch. Donc ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Et donc je reviens ici, je rappelle CTRL-Z. Donc tout ce qui se trouve dans try sera exécuté si l'information, tout se passe bien. Sinon on vient dans le catch et puis on peut expliquer le problème. Donc tout à l'heure vous avez vu, il a dit problème de connexion. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on est en local? Oui. Est-ce qu'on a un utilisateur root? Oui. Est-ce que le root a un mot de passe? Non. On n'a pas le mot de passe tranquille. Mais est-ce qu'on a la base de données test 2? On n'a pas la base de données. Et donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Regardez bien, pour être encore sûr, je reviens à nouveau. Vous voyez que là, la base de données n'existe pas. Donc, problème de connexion. Et je viens ici, là, et je fais un create database. Voilà, je mets test 2. Et ici, je crée la base de données. Et là, je vais actualiser. Et là, il dit bien connecté. Il dit bien connecté. Parce qu'il arrive à retrouver la base de données.
Qu'est-ce qu'il fait derrière pour savoir? Ce n'est pas ce qui vous intéresse. Comment il fait pour se connecter à la base de données? Ce n'est pas ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous faites ça, lui, il va se connecter à la base de données. Tout ce qui se passe derrière, ça ne vous intéresse pas. C'est bon? Comment on fait avec le PDO pour que ces informations aillent et ainsi de suite? Ça va être trop compliqué pour vous pour l'instant de comprendre. Mais écoutez et comprenez que lorsque vous écrivez ça, si les informations que vous avez fournies sont correctes, il va se connecter à la base de données. Et quand il se connecte à la base de données, vous avez maintenant la possibilité de manipuler maintenant la base de données. En fait, l'instance de la base de données sera sauvegardée dans PDO avec tout ce qu'on peut faire sur la base de données, que ce soit insertion, modification, suppression, récupération. On pourra faire tout ça. Mais ça, c'est la première des choses. Il faut d'abord se connecter avant de faire tous ces 4 actions. Chose numéro 1, c'est ça. Jusque-là, est-ce que c'est bon? De toutes les manières, tous les jours, vous allez faire ça. Ou bien, lorsque vous allez faire ça, une fois que ça marche, après vous copiez ça, vous collez dans tous les projets que vous voulez faire, connectés avec PDO. C'est bon jusque-là? Bon, c'est ça aussi le développement. Il ne faut pas tout simplement toujours bûcher. C'est bon? Il y a certaines choses qu'on n'enregistre pas dans la tête. C'est facile de trouver. C'est bon jusque-là? Revenons ici maintenant. Donc, on est maintenant sur le cours. Lorsqu'on se connecte, j'ai dit, on va maintenant effectuer des actions, que ce soit des traitements, ainsi de suite. Donc, en général, ce que je précise, c'est qu'on puisse utiliser. Alors, je vais d'abord copier ça. Je vais copier ça. Et après, je vous expliquerai plus tard, quand on ne met pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et quand on met ça, qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, là, ici, il y a des explications. Ici, c'est pour une configuration qui permet de gérer un petit peu les erreurs d'une autre manière. Mais on n'est pas forcément obligé de faire ça. Mais on va le mettre quand même. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est cette ligne. Donc, lorsqu'on se connecte, ça devient un objet. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir sur l'objet, que ce soit pour la manipulation, ainsi de suite. Mais il y a aussi une fonction, cet attribut, qui permet de modifier certains attributs. L'attribut ici, attr default fait mode, c'est comment et quelle méthode on va utiliser pour récupérer l'information. Et lorsqu'on fait comme ça, fait assoc, ça veut dire qu'on veut récupérer les informations dans la base de données sous forme de tableau indexé. Tableau indexé, on a vu ce que c'est qu'un tableau indexé. En sorte que, par exemple, plus tard, si je récupère user et que je mets user dans une variable user comme ça, si je fais user coché non, je récupère le nom de l'utilisateur. C'est ça en fait. Sinon, ça va être un objet qui sera un peu plus différent. On ne va pas l'utiliser sous forme de tableau tableau associatif. C'est bon? Donc, l'idée de faire ça, c'est très important pour ne pas avoir certains problèmes là plus tard. Il y a ce qu'on appelle programmation un petit peu avancée. Mais ici, avec ce que vous avez vu l'année passée, vous avez vu ce qu'on appelle les tableaux associatifs. Et donc, je dis bien, cet attribut qu'on a modifié avec fait assoc là, permettra plus tard, lorsqu'on récupère les informations, qu'on puisse les manipuler comme des tableaux associatifs que nous, on a l'habitude de manipuler. C'est très important. C'est bon? Vous n'avez pas besoin de bûcher toutes ces choses-là. C'est bon? Il n'y aura jamais un devoir où je demande, dites-moi non, c'est pas comme ça. La programmation, ce n'est pas un par cœur. Est-ce que la programmation, c'est un PC? On ne fait pas de par cœur en programmation. Il n'y a pas de par cœur, mais il faut maîtriser quand même certaines bases. C'est bon jusque-là? Ok, donc voilà. Donc d'ici jusque-là, ce sont des choses, même jusque-là, ce sont des choses que vous aurez toujours à chaque fois que vous voulez connecter un projet avec votre base de données, utilisant PDO, vous devez écrire ces choses-là. Ce que vous allez modifier, c'est juste les choses qui peuvent être modifiées, comme par exemple le nom de la base de données, s'il y a un mot de passe ou bien le nom de l'utilisateur. Voilà, donc, jusque-là, ce sont des choses qui ne vont pas changer. Maintenant, voilà ce que je voulais vous montrer tout à l'heure à ce niveau-là. On va commencer par la première des choses, c'est-à-dire comment on fait pour exécuter des requêtes. Pour exécuter des requêtes, il y a plusieurs manières. On va commencer par la manière la plus simple, qui est ce qu'on appelle ici query. Donc, lorsqu'on se connecte là, celui-là, PDO, c'est une variable qui reçoit new PDO. On est bien d'accord? Donc, la connexion et tout ce qui permet de manipuler notre base de données sera stocké dans cette variable-là.
Et ce que nous, ici, il est en train de nous dire, c'est que plus tard, on peut utiliser le PDO comme ça, tiret, query, pour exécuter une requête. Pour exécuter une requête. Une requête, c'est quoi? C'est des choses que vous savez faire. Select, par exemple, étoile, from, user, quelque chose comme ça, ou bien from, utilisateur. Comme ça. C'est ça qu'on appelle the query. Donc, on pourra faire comme ça. Attends, c'est pas PDT, c'est PDO, le nom de cette variable-là. On va faire ça, flèche, query, pour faire ce qu'on appelle quoi? Récupérer, ou du moins exécuter une requête. Pour l'instant, je suis en train de faire l'exécution d'une requête de sélection. Et donc, vous voyez que là, pour le moment, le lien est déjà bien établi. Dès qu'on se connecte à la base de données, on peut maintenant commencer à exécuter nos requêtes. Les requêtes ne vont pas changer. Mais plus tard, on va voir ce qu'on appelle les requêtes qui sont préparées, qui sont beaucoup plus sécurisées. Parce qu'on voit directement une donnée qui doit être sauvegardée dans la base de données. Souvent, on peut envoyer une donnée qui va détruire votre base de données. Du côté sécurité, il y a beaucoup de choses. Et petit à petit, on verra ça. Aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de voir tous ces détails, mais comprenez que une fois qu'on arrive à se connecter à notre base de données, on a un objet sur lequel on peut exécuter des requêtes. C'est bon jusque-là? Évidemment, regardez ce qui se passe ici. Donc, si on fait l'exécution de la requête comme ça, on va récupérer l'information. C'est-à-dire que lorsqu'il a exécuté la requête, l'information, ou du moins ce qu'il a récupéré, on peut le sauvegarder dans une variable. Et puis après, on va utiliser fetch all pour récupérer uniquement, parce que ici, bon, après je vais vous montrer un petit peu en détail. Je vais faire un var dump qui permet de voir un petit peu les choses en détail. Je vais faire un var dump de ce statement. Lorsqu'on exécute la requête, ce qui nous rend directement, est-ce que c'est directement le tableau? Ce n'est pas directement le tableau, c'est fetch all là qui va nous permettre de extraire uniquement le contenu, c'est-à-dire le tableau, avec les données là. Et puis après, on manipule facilement. Maintenant, on va d'abord faire des choses que vous savez faire. On va d'abord créer au moins une table ici. Alors donc, voilà. Je vous écoute. Alors, on n'a pas utilisé la base de données use. Ok, donc, suivez bien. On vient de créer ce qu'on appelle une table utilisateur. Donc, si je fais un desk utilisateur, on peut voir un petit peu les détails. On peut voir ici les détails. On voit que ID, c'est une information de type int. Ici, c'est pas nul parce que c'est la clé primaire avec auto-incrément. Ici, je crée nom, varchar. On peut ne pas saisir le nom. Donc ici, est-ce que ça peut être nul? Yes. Prénom. J'ai dit que le prénom est obligatoire. Tous ces détails-là, vous avez vu ça, comment est-ce qu'on manipule le SQL. Donc, le fait de préciser ici note nulle, un champ ne sera pas nul, etc., etc. Donc, voici une table que j'ai créée très rapidement. Suivez très bien.
Au fond, il y a beaucoup de bruit. On va faire un petit insert into. Alors, ici, on aura besoin de nom, prénom. Et ensuite, values. Voilà, donc ici, on a pu ajouter un utilisateur tout simplement dans notre table. C'est très bien. On a ici une table. Maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse récupérer l'utilisateur là depuis cette interface qu'on affiche depuis notre code. Et l'idée plus tard, ce n'est pas de créer, d'ajouter l'utilisateur manuellement, mais depuis le formulaire du PHP. Plus tard, c'est ça en fait. C'est bon jusque-là? Maintenant, on a déjà ajouté un utilisateur, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut on a déjà exécuté, on a dit, lorsqu'on fait l'exécution, on va dire X, c'est-à-dire qu'on sauvegarde, je vais mettre ici résulte. Donc, lorsque je fais PDO flash query, select étoile from user, utilisateur. Alors, il va nous retourner l'information ici. Et maintenant, je dis, on va d'abord faire var dump de l'information. Parce qu'il faudrait normalement qu'on fasse fetch all pour récupérer réellement les données. Madame, je peux. Les gars, suivez d'abord. Et donc, je dis, si je fais var dump, suivez bien, de $result, ça va être des choses qui seront un peu plus... Il y aura beaucoup d'informations dans cette variable $result. Voilà. Regardez très bien. Je fais entrée. Voici ce qu'il m'affiche. Il m'affiche query string, voilà, en fait, c'est bien connecté. Il nous retourne un objet de type PDO, ainsi de suite. Voilà, donc, tout à l'heure, comme je vous l'avais dit, si on s'arrête tout simplement avec PDO query là, il va nous retourner quelque chose que pour le moment, vous voyez que ce n'est pas déchiffrable parce que c'est un objet PDO statement. Et donc, nous, on va tout simplement récupérer l'information comme ça, en faisant fetch, voilà, fetch all. Et là, si je fais fetch all, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Alors, il dit problème de connexion. Parce qu'il y a un petit souci quelque part. Tu as raison. C'est fetch. C'est fetch. Fetch all. C'est pas fetch. C'est fetch all. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Regardez bien. Il nous récupère un tableau. Et ce tableau qu'il nous récupère, ce n'est rien d'autre que l'information que vous voyez ici qu'on a enregistrée. On a le nom, on a job, on a le prénom, on a bien alpha. Et donc, vous voyez que depuis ce qu'on appelle notre PHP, on peut accéder à une base de données qu'on a. Et on peut récupérer les informations. Et on peut ajouter des informations, modifier et supprimer. Et c'est comme ça que le PDO va fonctionner. C'est bon jusque-là? Voilà. Et donc ici, si j'ajoute un autre user, je vais dire Sadio. Mané. Voilà. Comme ça, c'est bon. Si je viens ici et que je tente et j'actualise, vous allez voir que là, il m'a récupéré bien ces informations-là.
Et donc, ce que je peux faire, c'est que, si vous voulez, je peux faire récupérer d'abord ce résultat-là. Donc, je vais dire users, moi. Donc, je prends ça. Voilà. Et maintenant, donc, on sait que si on fait un fetch all souvent, ça veut dire qu'il va nous retourner toutes les informations. Mais on peut faire aussi fetch. Alors, supposons qu'on faisait fetch et que je viens là. Si j'actualise, là, pour le moment, il ne nous récupère pas les informations. Et donc, ici, il faut faire un fetch all pour récupérer l'information. Et on viendra pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va rechercher une seule information. Et donc, je voulais dire qu'on a une boucle qu'on appelle for each. Puisqu'on récupère une liste de personnes, on va faire user as, on va mettre par exemple US, comme ça, et puis on va faire var dump de $US, et puis je vais faire echo BR pour qu'il puisse afficher ligne par ligne. Voilà, si je fais ça, là, il affiche la première personne et ensuite la deuxième personne. Maintenant, supposons que nous, on voulait afficher uniquement les noms. Donc, si je fais crochet nom comme ça, et que je venais là, et que je fais ça, ce que vous voyez, c'est que là, il affiche les noms. Bon, comme j'utilise var dump, il affiche bien sûr les détails, c'est-à-dire les types, la taille, ainsi de suite. En d'autres termes, j'aurais pu écrire echo comme ça. Et là, j'ai récupéré la liste des personnes dans une base de données. Oui, c'est vrai. J'aurais récupéré la liste des informations dans une base de données. Et là, je fais juste une boucle qui me permet de parcourir la liste de ces informations. Et ici, je vous parlais tout à l'heure de tableau associatif. C'était le rôle de ce qu'on appelle ce fetch assoc là. Comment est-ce qu'on fait le fetch, c'est-à-dire on récupère l'information. L'information sera récupérée et traitée sous forme de tableau associatif. Et donc, ici, on récupère les informations, ce qui nous permet de voir là les noms des personnes qui sont là. Mais il me manquait un petit BR quelque part. Ici. Et voilà, on a la liste des personnes qui se trouvent ici. On a job et puis on a Sadio. Donc voici comment est-ce qu'on peut accéder en mode lecture. En mode lecture, c'est comme ça. Plus tard, on peut créer ce qu'on appelle une fonction qui permet de faire ça. On crée tout simplement une fonction qui permet tout simplement de récupérer les informations et de nous rendre l'information. Comme par exemple, ici par exemple, si je remonte en haut, je peux créer function et je vais dire get user, je lui envoie base. Et lui, son rôle c'est quoi? Si je lui envoie la base de données, c'est de faire ça. Suivez bien. Donc si j'appelle la fonction, je lui passe la base. Dans la base, c'est ça que j'ai appelé PDO. Voilà, donc je lui envoie la base. Et lorsque je lui envoie la base, qu'est-ce qu'il fait? Il va exécuter la requête et il va sélectionner les utilisateurs. On peut retourner juste les users là. Comme ça. Donc on a une fonction qui nous permet tout simplement de sélectionner des utilisateurs. Et si vous voulez sélectionner d'autres informations, vous dupliquez la méthode et vous changez le nom des tables. Par exemple, je veux sélectionner des utilisateurs dans un projet où on va avoir des utilisateurs qui sont, disons, des utilisateurs, par exemple des commandes, par exemple des factures, par exemple, ainsi de suite. Pour sélectionner la liste des informations, normalement, on fera une fonction comme ça. Et mais ça permet de sélectionner juste des utilisateurs. On copie, on colle, on modifie get facture. Et puis, on fait select.facture. On copie, on colle get all command ou bien get command et puis select étoile from command, etc. Ce sont des choses qui vont être très simples, plus on va pratiquer. Et là, ici,
Ici, je vais mettre par exemple utile. Et là, normalement, il faut mettre $utile, moi, on appelle la fonction getUser. GetUser. Et qu'est-ce qu'on lui envoie? La base de données, l'instance de la connexion. Tout à l'heure, je l'avais fait sur PDO. Ce que j'ai fait tout à l'heure dans la fonction là, je l'avais fait sur le PDO, on est bien d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je passe là, ici, celui qui a les fêtes, les queries, c'est lui. Donc, je lui passe en fonction, et ici, dans la fonction, je récupère les informations. Si je viens et que j'actualise, c'est toujours le même résultat. Et on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter. Avant d'avancer, non. Vous allez d'abord me laisser 20 minutes. Je fais un petit peu quelques opérations. Et puis je vous laisse 20 minutes pour pratiquer. Mais là, pour le moment, c'est pas trop, boy. Boy, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe, c'est que je vais faire d'abord les 4 opérations à la maison. Vous allez essayer. La prochaine fois, vous allez pratiquer maintenant. Ah, c'est plus simple. Parce que sinon, on ne va pas terminer le cours et à la maison, si par exemple, je fais juste select et que vous essayez pour le moment et que ça marche, il n'y a pas de souci, mais dès que ça marche, c'est la fin de l'heure. Si vous rentrez à la maison, il y a peut-être des passionnés qui veulent saisir, ajouter dans la base de données. Comment ils font? Avant, ils vont attendre la prochaine semaine pour venir encore me voir, que je puisse montrer. Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc laissez-moi d'abord finir un petit peu les opérations. Et comme c'est dans une vidéo, à la maison, vous allez tenter. Si ça ne marche pas, la prochaine fois, on va faire des exercices ensemble ici. C'est bon? Parce que la prochaine fois, on va commencer maintenant à créer ce qu'on appelle des projets complets. Où on va ajouter dans la base de données, modifier. Saisie. Pour ajouter des noms depuis une saisie. Il faut. Non, non, non. Pour le moment, tu as vu que déjà, ici, je peux faire select pour avoir job et qui? Stadio, non? Je comprends ce que tu dis. Je dis ici, je peux faire select, c'était quoi? Non, from, utilisateur. Comme ça. Là, c'est la même chose. Est-ce que je l'ai fait sur le terminal? Non, ici, c'est sur le terminal. Mais ici, ce n'est pas sur le terminal. Ici, sur le terminal, je peux ajouter. Ici aussi, j'aurai la possibilité d'ajouter. Tu comprends un peu? C'est ce que je voulais que tu puisses comprendre. Mais non, c'est ça que je veux d'abord que vous voyez avec moi avant de rentrer à la maison. Et comme ça, à la maison, vous allez vous débrouiller. On va faire. Comment faire pour entrer dans ce terminal? Vous venez ici, vous faites, une fois que vous avez démarré, MySQL, vous faites shell. Et vous tapez MySQL espace -u, espace root, espace -p. Entrée. Ce qui est WOMP. Normalement, c'est la même chose. C'est la même chose. Sur WOMP, vous avez MySQL, non? Ou bien vous n'avez pas MySQL. Les commandes ne changent pas. Vous devez juste chercher tout simplement le shell là. Bon, bref. L'année passée, vous faisiez qui? Base de données comment? Vous n'utilisez pas comme ça pour faire. Vous utilisez quoi? Vous faites admin, ici. Vous allez chercher un terminal là-bas. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire... Comment ça? Nouvelle base de données.
Et pour le SQL que vous avez appris comment? Vous avez appris le SQL comment? Vous n'avez pas pratiqué SQL? Moi, ce que je demande, est-ce que vous avez pratiqué? Bon. Ok, donc, vous n'avez pas compris. Bonjour. Bon, moi, finalement, je termine normalement 18h. 18h. 15 secondes. Bon, boy. J'ai compris, j'ai déjà compris. J'ai déjà compris. Raison pour laquelle je vous avais dit depuis le début de ce cours que vous devez utiliser ZAMP si vous ne voulez pas qu'il puisse avoir des décalages entre nous. Parce que ZAMP, ça peut être disponible sur n'importe quel système d'exploitation. Je vous avais dit ça ici. Avec ZAMP, c'est beaucoup plus facile. Hein? Vous venez juste ici pour avoir les crans noirs, vous tapez juste Shell et vous avez ça. Mais non, bon, moi je n'ai pas WAMP, mais si vous me voyez, bon. Bon, non, si vous avez ZAMP, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres qui m'ont demandé, tu es en WAMP, quoi. Pour ceux qui ont WAMP, là, normalement, cherchez juste quelque chose qui s'appelle Shell pour avoir ça. Voilà. Clique normalement. Il demande. Bon, attendez. Je ferme ça, je fais Shell. Chez moi, c'est comme ça. Chez vous, c'est comment? Amenez. C'est bon pour les qui? Pour les hommes, normalement, vous avez ça. Vous tapez MySQL -U root -P. C'est pas là-bas, boy. Je t'ai montré ici, non? Tu tapes Shell, non, clique sur Shell. Je n'ai pas dit d'aller sur PHP admin. Tu cliques sur Shell et tu verras ça. Normalement, il n'y a pas de mot de password. Oui, il n'y a pas de mot de passe. C'est bon? Donc, MySQL espace -U espace root espace -P. Si vous faites entrer, il va vous dire mot de passe. Le root là n'a pas de mot de passe. Vous faites entrer. Vous faites entrer. Et là, vous êtes connecté à MariaDB. Qui? L'autre boy. Pour les WAMP là, il fait comment pour trouver console? Ou du moins L. Clic gauche. Console, quelque chose du genre. Maintenant ici, lorsque vous êtes là, maintenant vous devez vous connecter à la base de données. Parce qu'il y a plusieurs bases de données. Vous voulez créer vos tables dans quoi? Déjà ici, vous pouvez faire un show database comme ça pour voir toutes les bases qui sont disponibles comme ça. J'ai fait show database. On va dire database comme ça. Là, ça me permet de voir quelles sont les bases de données que je dispose en ma position.
lorsque vous faites show database, vous allez voir vos bases de données. Si vous n'avez pas encore la base de données, comme par exemple le mois test 2, je viens de créer chez vous, vous n'avez pas cette base de données. Écrivez la ligne de commande SQL qui permet de créer une base de données. Create database. Vous faites comme ça. Create database, non base de données. Par exemple, je veux que la base s'appelle IH. Je fais create database IH. Moi, je pense que vous avez fait toutes ces choses en première année. Une fois que vous faites ça, vous faites entrer, la base de données sera créée. Et vous allez vous mettre sur la base de données en disant, si je vais créer la base de données qui s'appelle IH, je fais use IH pour me connecter à ma base de données. Parce que par défaut, ici, vous voyez none. Il n'y a pas de mot de passe. Rien du tout, tu fais entrer. Donc, vous faites use et vous mettez le nom de la base de données. Moi, par exemple, j'ai test 2 ici. Regardez bien, là, il marque none. Donc, pour utiliser cette base de données, je fais use test 2. Et là, vous voyez que là, il y a une différence entre ça, none, et entre ça, test 2. Là, il se connecte sur la base. Et je peux, tout ce que je vais faire ici concerne uniquement cette base de données. Première des choses, MySQL, root. Boy, base de données. Vous avez fait ça pendant combien de temps? Pendant un seul semestre. 2 semestres sans pratiquer. Pratiquer, je parle de ça. C'est ça qu'on appelle pratiquer la base de données que vous avez appris. Créer les choses d'abord. Comme ça. En écrivant du SQL, n'est-ce pas? En écrivant du SQL, c'est ça. Bon, c'est bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces choses. C'est bon, c'est mieux. En avant, c'est encore plus simple. C'est bon jusque-là? Il n'y a pas de mot de passe. Est-ce que tu as créé la base de données? Il faut faire create database, voilà, nom base. Tu mets le nom de la base, nom base. C'est bon, j'ai compris. Une fois que tu as fait entrer, tu fais use le nom de la base de données. Et là maintenant, tu seras connecté à la base de données. Et lorsqu'on est connecté à la base de données, on crée les tables, on crée toutes ces choses, ainsi de suite. Bon, j'espère que vous avez pris une note. Comme ça, à la maison, vous pouvez essayer toutes ces choses-là. Maintenant, revenons à notre mouton. Super. Donc, on a vu comment est-ce qu'on peut sélectionner. C'est quelque chose de juste 3 lignes de code. Ou je me laisse 2 lignes de code. Parce que tout ça là, ça va concerner toutes les opérations. Mais l'opération sélection, c'est ça. Sur la base de données, on fait query et ensuite on fait sur le résultat, on fait fetch all. C'est juste les 2 lignes normalement qui nous permettent de récupérer l'information sous forme de table. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter dans la base de données. Donc, je vais commenter ici. Après, je pourrais vous donner ce fichier-là. Ce fichier, après, je peux vous envoyer ça vers la fin du cours. Alors, donc, on est là.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amène ta machine. Il y a un problème. Amène. Non, ici, normalement, tu n'as pas besoin. Supposons, quand tu es là, tu fais juste create. Bon, normalement, hein, create data base. Par exemple, IH 2. Là, c'est juste là. Lorsque tu arrives là, toi, tu n'as pas besoin de moins E ou de là. Non. Quand tu arrives déjà là, tu es déjà connecté. Tu travailles, tu crées directement la base. Viens, tu fais use la base si la base est déjà créée. Donc, après, tu fais une capture. Mais tu ne vas pas toujours, lorsque tu viens ici, tu crées la base toujours. Non. Si tu as déjà la base, lorsque tu vas te connecter pour la prochaine fois, tu ne crées pas à nouveau. Tu l'utilises. Mais non, une fois que la base est déjà créée, tu fais comme ça. Use le nom de la base. J'ai mal orthographié. IH quelque chose. Voilà. Là maintenant, tu es dans cette base. Donc il faut faire à chaque fois comme ça. C'est bon. Quand tu viens te connecter, tu fais use le nom de cette base et ensuite tu crées le nom de la base. Bon. Petite pause. On pourra prendre peut-être des choses 15 minutes quelque part pour parler de toutes ces choses, mais revenons d'abord à ce que nous, on est en train de voir. On a vu comment récupérer. Voyons au moins comment ajouter. C'est très important. C'est bon? Au fond. Ici. Boy. C'est bon? Ok, maintenant. Ensuite. Ici. C'est bon? Voilà donc, tout à l'heure, je vous avais expliqué que ça ne change pas. Et puis ça, on ne va pas changer le mode de récupération. On va toujours récupérer pour l'instant. Donc, on va toujours récupérer sous forme de tableau. C'est bien, sous forme de tableau associatif. Alors ici, je dis, pour pouvoir exécuter, on va utiliser ce qu'on appelle des requêtes préparées. Il y a normalement une fonction exec qui permet d'exécuter n'importe quel type de requête. Mais ici, query permet de faire tout simplement des requêtes de sélection. Query va faire des requêtes de sélection. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire des requêtes qui permettent, query. Comment est-ce qu'on va faire des requêtes qui vont permettre tout simplement de récupérer, de faire certains traitements. Bon, je voulais parler de exec. Voilà, venons ici. Pour ce qu'on appelle tout ce qui concerne l'interrogation dans le sens où on veut ajouter, modifier ou bien supprimer, voici les étapes que nous on va suivre. Je dis bien, tous les trois autres étapes, modifier, ajouter et supprimer, on va respecter ce même étape-là qui s'applique sur les trois. L'étape, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a notre requête, au lieu de faire directement query, on va préparer la requête. Et ensuite, on va exécuter la requête. Et puis, si on veut, on peut récupérer le résultat de la requête. Donc, c'est les trois étapes-là que nous, on va mettre en place. Suivez très bien. Lorsqu'on a le PDO ici, si on veut exécuter, on va faire ce qu'on appelle, on va créer comme ça. Et on va mettre $PDO, comme ça, flèche prépare. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on prépare la requête. Il y a des requêtes qu'on peut exécuter directement
Mais il y a des requêtes qu'on doit d'abord préparer. Mais c'est beaucoup plus pour côté sécurité qu'on prépare. Pas préparer le type, mais genre, ici c'est autre chose. Alors ici, supposons qu'on veut faire un insert into. Alors, notre table s'appelle utilisateur. On va préciser ce qu'on appelle. Pour l'utilisateur, on saisit, on essaie quoi ici? C'est le nom et le prénom. Donc ici, nom, prénom. Et ensuite, value. Et normalement, ici, on va mettre les valeurs. Ici, il y a deux manières. Pour les requêtes préparées, on ne va pas préciser directement la valeur. Soit on met un point d'interrogation, soit on met ce qu'on appelle certains index. Mais vous allez comprendre très vite. Ça veut dire qu'on ne va pas directement envoyer la requête. On va d'abord préparer la requête. Et du côté sécurité, ce qui va se passer, c'est que l'information sera un petit peu contrôlée, vérifiée en amont. S'il y a des choses qui sont dangereuses pour notre base de données, ces choses pourront être retirées. C'est ça le rôle des requêtes préparées. De pouvoir purifier un tout petit peu les données qu'on veut mettre ou bien ajouter dans la base de données. Donc, on prépare la requête et normalement, ce que vous avez l'habitude de faire pour faire une requête normale, vous faites insert into, non tab, et puis vous mettez les propriétés que vous voulez modifier, ou du moins ajouter, du moins les propriétés de la base de données. Là, ici, on ne présente pas parce que c'est quelque chose qui est auto-incrément. Et donc, ici, je mets value. Ici, normalement, je dois mettre les valeurs, mais avec les requêtes préparées, je ne mets pas les valeurs. Et vous allez voir, pour mettre les valeurs, on va d'abord exécuter les requêtes. En exécutant les requêtes, on va passer l'information sous forme d'un tableau. Et donc, c'est ce qui se trouve juste ici. Ici, lorsque l'on prépare la requête, on va maintenant exécuter cette requête-là et en passant tout simplement cette requête, quelque chose qui correspond à un tableau. Maintenant, comme je l'ai fait ici, ça va être peut-être un peu compliqué de faire ça comme ça, ou du moins c'est la deuxième manière de le faire. Avec cette manière où j'ai mis point d'interrogation, quand je mets point virgule ici et que je sors, je fais $stm flèche exécute et là, je lui envoie un tableau et je lui envoie le tableau des informations. Ici, ce que je vais passer en première cellule, dans la première cellule, serait ce qui correspond ou ce qui sera remplacé par le premier point d'interrogation. Et ce que je vais envoyer en deuxième position, c'est l'information qui sera ajoutée là où on a mis point d'interrogation numéro 2. Mais dans l'ordre, je dis bien dans l'ordre, j'ai mis point d'interrogation ici. Point d'interrogation, ça veut dire que quand je vais faire exécuter la requête, je vais utiliser ou du moins envoyer le tableau. Et le nombre de cellules du tableau doit correspondre au nombre de points d'interrogation. Dans première cellule, je mets par exemple bas et je mets ici Binta, comme ça. Donc ici bas, moi, ce premier, c'est-à-dire le nom, et Binta, moi, le deuxième point d'interrogation, c'est-à-dire le prénom. Donc on exécute tout simplement cette requête-là. Et donc si je reviens ici et que je fais actualiser, pour l'instant, l'information, on n'a pas tenté de l'afficher. Maintenant, si je viens ici et que je fais un petit select étoile from user, regardez ce qui se passe ici. Bintaba a été ajouté. Là, on n'a pas ajouté ici depuis l'interface, celui qui me posait cette question. Bintaba n'a pas été ajouté depuis l'interface noire ici. C'est depuis notre code. Pour être même sûr, je reviens ici. Et je vais ajouter Sadio. Bon, on a déjà Sadio. Qui d'autre? On va mettre Jomai, le président. C'est Faye, non? C'est d'abord Faye. Et ensuite Jomai.
C'est comme ça. Maintenant donc, pour que l'exécution puisse être effective, il faudrait que je vienne ici, sur cette page, je vais juste actualiser et je reviens ici. Et si je fais Select étoile from user, vous voyez que on a bien ajouté Jumai, le président, dans la base de données. Maintenant, si on a compris ça, vous n'allez pas me dire, bon, monsieur, comment est-ce qu'on va faire depuis le formulaire pour que... On sait déjà comment. On peut écrire un formulaire, transférer une information dans une autre page PHP. Et puis récupérer le contenu de l'information. Et ensuite écrire ce code. Et puis au lieu de mettre ici et ainsi de suite, on envoie tout simplement les informations qui nous proviennent du formulaire. Parce qu'on saisit les informations depuis les formulaires. Mais regardez très bien, c'est juste 2 lignes. Hein. Ce n'est pas 1 million de lignes de code. Et que ce soit dans l'affichage et puis la saisie, ce code, est-ce que vous m'avez vu changer ça? Je n'ai pas changé ça. Pour ça, pour manipuler la base de données, on aura forcément besoin de ça. Et ensuite, si on veut exécuter une requête qui n'est pas sélection, on fait ces 2 lignes de code. Mais si c'est sélection, on fait query. Sélection, on fait query. Et même plus loin, si on sélectionne toutes les informations, c'est la même comme un query. Mais si on veut sélectionner en fonction d'une information, c'est-à-dire qu'il y a un critère de sélection, on va utiliser ces 2-là. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va nous permettre de faire exec et passer un paramètre. Supposons qu'on veut rechercher la personne qui s'appelle job. Donc, il faudrait qu'on passe à la requête le nom job qu'on recherche. Et donc, il faudrait qu'on puisse envoyer cette information. En d'autres termes, si on veut sélectionner toutes les informations, on va faire query. Vous deux, la prochaine fois, je vais vous mettre dehors pour au moins 3 semaines. C'est bon? Voilà. Maintenant, revenons ici. Là, je dis, si on veut faire insertion, update, sélection suivant un critère, on fera ces 2 lignes de code. Ces 2 lignes de code là. Si vous voulez faire insérer, vous allez envoyer les données à insérer. Si vous voulez modifier, vous allez envoyer les données de modification. Donc, on prépare, on exécute. Et si vous voulez rechercher des choses, vous allez envoyer genre votre critère de recherche. Et donc, ces 3 types de requêtes là, pour les faire, vous devez utiliser ces 2 lignes que j'ai soulignées. Vous préparez votre requête et ensuite vous faites ce qu'on appelle l'exécution. C'est très important que vous le compreniez. Je donne un exemple. Ici, on vient de faire ce qu'on appelle insertion. On vient de faire ce qu'on appelle insertion. Et nous, notre requête d'insertion, c'est quoi? Insert into, et puis on a mis utilisateur, on a mis nom, prénom, et ensuite on a mis values, et on a mis ici, on va dire comme ça, point d'interrogation, virgule, et puis je mets point, pour dire que ça dépend des champs, tout simplement. Voilà. Bon, non, je ne vais pas mettre comme ça parce que il faudrait que je puisse écrire nom ici et je mets prénom. Je dois mettre ici aussi point pour dire que vous citez l'ensemble des propriétés et en fonction de chaque propriété, vous devez mettre point d'interrogation. Et si vous voulez faire une autre requête, par exemple de update, vous allez faire quoi? Pour update, vous faites quoi? Update. Comment vous faites pour faire la requête de modification? Utilisateur. Set
set nom, comme ça, set nom est égal, point d'interrogation. Vous pouvez mettre le prénom, ainsi de suite. Et vous pouvez mettre where, et vous précisez peut-être ID, moi, point d'interrogation. Vous précisez toutes ces choses pour modifier les informations. Vous devez écrire votre requête, ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire un petit peu. Je vais tester tout simplement cette requête-là. Alors ici, voici nos informations. Alors on va modifier. Update, utilisateur, non. On va mettre, on met l'eau comme ça. ID. Non, c'est pas ça. On n'a pas table. Voilà. Donc, on fait update user set non low where ID. Ça veut dire que modifie l'utilisateur where. C'est ça la clause. L'utilisateur numéro 1 change son nom par low. Donc, si je fais un select ici, on voit ici que ça a été modifié par low. Alors, j'enlève ici, j'avais mis table. On enlève table. On met update utilisateur set le nom de votre propriété. Ouais. Donc, je dis, à chaque fois que vous devez passer des paramètres, vous allez utiliser le prepare et puis les paramètres, vous allez faire dans l'exécution. Et puis la valeur, vous n'allez pas faire directement la valeur, vous allez mettre point d'interrogation. Point d'interrogation. Les valeurs, vous n'envoyez pas directement. Vous allez préparer la requête et vous allez faire ça. Mais je dis qu'il y a une autre possibilité en utilisant une fonction qui s'appelle exec pour exécuter directement la requête sans préparer. Et ça, il y a beaucoup de dangers avec cette manière. Donc, gardez tout simplement ce que je vous ai montré là. Et donc, vous avez vu que si on change cette requête là, regardez bien, et que je fais ici, ce update, je colle là, on aura le même résultat. Update, set, non, where, ID. Et là, qu'est-ce que je lui passe en paramètre dans le tableau? Il y a combien de points d'interrogation? Le premier point d'interrogation correspond au premier, ou du moins première cellule. Et le nom, c'est une chaîne. Donc, je vais envoyer double quote. Et je vais mettre ici Mustapha, quelque chose comme ça. Bon, Mustapha. Et puis, je vais dire, par exemple, c'est l'utilisateur numéro 2. Tout simplement. Si je viens ici, d'abord, voici l'utilisateur numéro 2, Sadio Mané. Si je viens et que j'actualise, aucun souci. Si je fais encore une nouvelle sélection, voici, il y a une différence entre ici, le Sadio Mané. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai changé? Rien du tout, à part la requête et les informations. Donc, prépare, exécute. Prépare, exécute. Et c'est comme ça. Maintenant, à la maison, vous allez tester. Et vous devez même aller loin. Essayez de le faire avec les formulaires. Il n'y aura pas de problème. Vous allez tester, vous allez avoir des difficultés, mais c'est avec les difficultés que vous allez apprendre. Si vous n'avez pas, ou bien vous ne rencontrez pas les difficultés, vous n'allez pas apprendre. Bon, donc, à la maison, essayez d'abord ce qui se trouve dans la vidéo. Si vous faites exactement comme moi, vous aurez exactement le même résultat. Maintenant, après, exécutez en utilisant des formulaires. C'est bon? Donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner un TP concret, mais essayez d'abord. Mais c'est à partir de la semaine prochaine que je vais vous donner des TP, Inch'Allah. En ce qui concerne le fichier, donc je viens directement dans le dossier Drive. Ici, comme je suis connecté, je le mets directement là. IH 22, IH 2025. Hein? Comment? Il n'y a pas d'autorisation. Déjà le fichier d'aujourd'hui. Le dossier d'aujourd'hui là,
Télécharger, ça ne marche pas comment, boy? Ça ne marche pas. Bon, je vais enlever. Donc, le dossier de base de données, déjà, je le mets là-bas. Et le fichier PDO, je vais chercher ça pour vous donner ça vite fait. Ok, déjà le dossier, il est déjà passé. Ok. Voilà donc le fichier PDO et puis le cours d'aujourd'hui se trouve déjà en ligne. Ça, ça c'est aujourd'hui. Alors ici, on va faire révision. C'est bon.